All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Yes, Mr. Judge, please continue. Thank you, Mr. President. Le Président. Monsieur Zels, continuez s'il vous plaît. Monsieur Zels, merci Monsieur le Président. Question. Monsieur Vujic. Au sujet de 1995, vous savez que l'unité sous le contrôle de Jelko Rajnatovic, connue également sous le nom d'Arkan, que l'on connaissait, l'unité que l'on connaissait également sous le nom des Tigres d'Arkan, a été déployée à Prijedor, Sanskimos, Banja Luka et dans leurs environs en 1995, n'est-ce pas? U nekim segmentima sam znao za jedinicu Arkanovu koja... Vous saviez ceci, n'est-ce pas? Réponse. And you know, as this change... Dans certains segments, je savais que l'unité d'Arkan était présente à Prijedor. Question. Est-ce que vous savez? Comme le sait cette chambre de première instance, que l'unité d'Arkan a commis des crimes en Bosnie en 1992. Réponse. Je ne connais pas bien les activités de cette unité en Bosnie-Herzégovine. C'est seulement vers la fin de la guerre, en 1995, que j'ai eu affaire directement avec des éléments de cette unité. Question. Est-ce que vous saviez qu'en 1995, l'unité d'Arkan a commis des crimes contre des non-serbes qui étaient restés sur place, tels que la chambre de première instance a été informée par le truchement de la pièce P3056. Est-ce que vous le saviez? Je parle de 1995. Réponse. Et vous parlez de quelle zone? Question. La région de la Krajina, Prijedor, Sanskimost et Banja Luka. Réponse. Mes activités étaient toujours hors de la municipalité de Prijedor. Je n'avais pas de contact avec Arkan et les membres de son unité, donc je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont fait ou à quoi ils ont participé. Question. Et pour ce qui est de Prijedor, est-ce que vous saviez que les non-serbes qui étaient restés sur place ont été expulsés de Prijedor, y compris le docteur Ibro Beglembegovic, que vous mentionnez au paragraphe 15. Est-ce que vous saviez cela? Znao kada je Ibro Beglembegovic napustio ili šta već se s njim desilo. Réponse. Non, je ne sais pas quand Ibro Beglembegovic est parti ou ce qui lui est arrivé. Et pour ce qui est de Prijedor, mis à part 1992, où je savais qu'il était chez lui, et j'ai mentionné ceci dans ma déclaration, et j'étais en mesure de l'aider. Question. C'est déjà dans votre déclaration. Mais pour revenir à l'unité d'Arkan, votre bataillon a mené des opérations conjointes avec la police, avec l'unité d'Arkan en 1995, n'est-ce pas? Réponse. C'est à ce moment-là que pour la première fois, j'ai eu des contacts avec l'unité d'Arkan. Question. Donc, ils étaient dans votre zone de responsabilité et vous combattiez avec eux, n'est-ce pas? Réponse. Ce n'était pas ma zone de responsabilité. Et il se trouvait que c'est les combats qui ont imposé cela. Mon unité se trouvait dans la zone de défense de Oshtaluka et de Sanskimost.
Et c'est là où j'ai trouvé certains soldats d'Arkane. Avant cela, ce que je savais d'Arkane à Prijedor, c'était dans un contexte peu amène, impliquant mes soldats. Ceux qui étaient de repos à un moment donné ont été arrêtés par les soldats d'Arkane. Et on leur a rasé la tête. Et sans mon accord, ils ont été transférés. Question. Est-ce que vous avez procédé à l'arrestation des soldats d'Arkane ou d'Arkane, pas uniquement pour avoir commis des crimes, mais pour avoir également... Et pour avoir également perturber les activités de vos soldats. Est-ce que vous avez fait cela? Réponse. Vous ne m'avez pas permis de terminer ce que je voulais dire. J'allais dire qu'au moment où je voulais faire exactement cela, on m'a empêché de le faire. J'étais sur un champ de bataille différent. Pourquoi est-ce que vous n'attendez pas que je termine et que je prononce 2 ou 3 phrases de plus? Ceci ne fera de mal à personne. J'ai dit que donc j'étais sur le champ de bataille et que mes soldats qui se reposaient avaient été capturés ou avaient été envoyés contre leur gré dans un autre champ de bataille par Arkane et on leur avait rasé la tête. Et j'étais à plusieurs kilomètres de cet endroit-là et par conséquent je n'étais pas en mesure de prendre quelque mesure que ce soit contre les actions d'Arkane et je n'ai jamais rencontré Arkane en personne. Monsieur Karadzic, compte rendu d'audience, le président, allez-y. Monsieur Karadzic, à la ligne 6, le témoin a mentionné à 200 ou 300 kilomètres de là et pas à plusieurs kilomètres de là. Le président, est-ce que vous êtes d'accord? Le témoin, oui, je suis d'accord. Le président, merci. Continuez, Monsieur Z. Monsieur Z, question. Donc, étant donné que vous n'avez pris aucune mesure contre les hommes d'Arkane, est-ce que vous le saviez, comme cette chambre de première instance, que c'était Monsieur Karadzic qui les a envoyés dans votre zone de responsabilité? Est-ce que vous saviez ceci? C'est à la pièce P3056. Thank you. Thank you, Mr. Vujicic. Thank you. Réponse, je ne le savais pas. Question, merci, Monsieur Vujicic. Je n'ai pas d'autres questions. Le président, merci, Monsieur Zetz. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires, Monsieur Karadzic? Monsieur Karadzic, très rapidement, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, est-ce que l'on pourrait afficher le document P2494? C'est un document qui a déjà été mentionné. Da, P494. P494. P494 ou plutôt P5494? Il y avait une erreur. À ce moment-là, il y avait une erreur dans le compte-rendu d'audience. Molim, to je dokument u kome su rekli, u kome tužilac... Voilà, c'est bien le document au sujet duquel le procureur a dit que cela prouvait qu'il s'agissait bien du groupe de Doshen. Peut-on afficher la page 2, s'il vous plaît? Le deuxième paragraphe en partant du bas de la page. Pourriez-vous nous dire quels sont les groupes qui sont identifiés dans ce document? Réponse. Dans la zone de Prijedor,
il y avait plusieurs groupes qui fonctionnaient indépendamment les uns des autres, notamment l'un dirigé par Stolan Vračar, et le groupe de Tsilio qui était dirigé par Zadanovic et un autre groupe dirigé par Zolien. Le président, peut-on passer à la page suivante en anglais? Monsieur Karadzic, troisième paragraphe pour la version anglaise, c'est ce qu'il nous faut. Allez-y. Réponse. Est-ce que je commence du début? Question. Ce n'est pas nécessaire. Réponse. Connu également sous le nom de Tsigo Domarska. Alors que les mobilisations avaient lieu, ce groupe tombait sous la coupe de la 343e brigade mécanisée et menait à bien leur mission de manière organisée. Dans la zone de Bozansky-Novi, il y avait le groupe de bandits que l'on appelait Suva Rebra. Pourriez-vous nous dire si ceci correspond à votre connaissance de ces différents groupes? Et deuxièmement, est-ce que le groupe de Doshen est mentionné ici? Réponse. Je suis au courant de l'existence de tous ces groupes et de tous les commandants, mais je ne vois aucune mention de Doshan ici. Le groupe Suva Rebra, est-ce que c'est le groupe que vous avez mentionné au paragraphe 14, le groupe pour lequel vous avez procédé des arrestations? Réponse. Il n'y avait qu'un groupe actif dans la zone. Il s'agissait du groupe Suva Rebra qui était originaire de Novigrad ou ce qui s'appelait à l'époque Bozansky Novi. Question. Merci. Page 41. L'on dit au niveau de la question du procureur que votre patrouille a patrouillé autour de la mosquée. Et vous avez dit oui. J'aimerais savoir quelle a été la zone où vous avez patrouillé. Est-ce que c'était bien autour de la mosquée? Réponse. Justement, c'est ce que je voulais expliquer pour que l'on comprenne bien que l'on n'a absolument pas pris part à ces événements. Il faut savoir que il y a là une petite rivière, elle s'appelle la Puarska. Et juste près de la Puarska, sur la rive droite, il y avait cette mosquée. Et alors, mes patrouilles, si jamais on pouvait appeler ça patrouille, parce qu'il faut savoir que c'était de petits groupes de 2 membres âgés de l'unité. Eh bien, elle circulait effectivement dans cette zone, mais sur la rive gauche, donc pas à côté de la mosquée. Donc, quelle a été la distance entre eux et le lieu au moment de l'explosion? Eh bien, ils étaient éloignés de la mosquée, c'est-à-dire du lieu d'explosion de 50 mètres. Et c'est la raison pour laquelle l'un d'entre eux a été blessé, même si les deux, en fait, ont reçu un choc et sont retrouvés par terre, pris de peur et en fait sous le coup de cette explosion. Question. Est-ce que je vous ai bien compris que entre la zone de votre patrouille et la mosquée, il y avait une petite rivière, un petit cours d'eau? Réponse oui. Question. Je vous remercie. Et ensuite, page 32. On a laissé entendre que l'armement de la défense territoriale aurait été transporté pour être replacé dans les casernes de la JNA. Est-ce que vous savez quel a été le succès de cette mesure? Dans quelle mesure est-ce qu'elle a pu être mise en place? C'est-à-dire quelle quantité d'armes n'ont pas pu être remises dans les armes de la TO, des entreprises, enfin de tous ces sujets qui étaient habilités à disposer d'armes? Réponse. Eh bien, tous ceux qui avaient en leur possession des armements de la défense territoriale les ont gardés par devers eux.
dans les différentes organisations de travail, c'est-à-dire les différentes entreprises, on n'a pas organisé d'unité, mais ça a été le cas au niveau des communautés locales. Par exemple, vous en aviez une unité de la TO de ce type-là, surtout qui regroupait surtout des musulmans. Elle s'appelait Pouaska. Eh bien, elle a conservé la totalité de cet armement. Et puis, elle s'est vue aussi attribuer la police de réserve selon le même principe. Donc, c'est de là que vient ma décision. Que dans cette partie-là, dans ce secteur-là de Pouaska, qu'il ne fallait pas y déployer mes unités parce que je partais du principe que ils allaient surtout agacer la population du cru, la population qui était sur place dans leur résidence, maison, appartement. Et donc, si on se rapprochait, on risquait de causer un conflit armé. Donc, de la manière dont j'ai agi, c'était surtout pour que l'on puisse aboutir à un accord et que ces unités soient désarmées, parce qu'en fait, elles se sont retrouvées comme unités, comme étant des unités paramilitaires uniquement, pour qu'on ne mette pas en péril la population civile. Et j'ai partiellement réussi à le faire, parce qu'il faut savoir que là, il y a eu quelques individus qui ont su bien comprendre mes intentions, qui m'ont soutenu et qui ont en partie mis en œuvre cette idée. Donc la seule chose qu'ils ont demandé, c'était que l'on ne dresse pas de liste. De liste comportant les noms de ceux qui allaient remettre leurs armes. Et moi, je leur ai demandé de se charger de cela personnellement, parce que je me suis dit que si jamais j'allais faire cela, moi et mes soldats, que si on était présents sur place, ça allait avoir un effet négatif. Alors, ceux qui ont pris part activement à récupérer ces armes, et je dis bien que c'était une récupération partielle, parce que Pouaska compte à peu près 5000 personnes qui habitent. Donc, il y a eu 7 ou 8 personnes qui se sont chargées de cela. Et il faut savoir que toutes les armes qu'on a pu récupérer ont pu être placées sur une remorque de tracteur. Je leur sais gré encore aujourd'hui d'avoir fait cela, et tout cela a été remis à la caserne. Donc c'est tout à fait clair que la majorité n'a pas remis leurs armes, parce que les armes qui se sont retrouvées là, c'était en fait des armes civiles, des fusils de chasse, et juste quelques fusils automatiques ou semi-automatiques qui étaient des fusils militaires. Et puis il y a eu parmi eux des gens qui, de manière tout à fait publique, ont fait obstruction à cette action, et même physiquement ont refusé de remettre leurs armes. Donc, il faut savoir que cette action a pu se faire à ma satisfaction, partiellement, parce que ça m'a permis, en fait, d'engager une coopération avec ces individus-là par la suite, qui allait se poursuivre dans tout le respect mutuel. Question. Et qu'en est-il advenu de ceux qui ont coopéré avec vous pour préserver la paix, et ceux qui ont rendu les armes? Et je parle là de Croates et de musulmans. Réponse. Écoutez, j'ai continué à coopérer avec ces gens-là. Et je le dis d'ailleurs dans ma déclaration. Ces gens-là me faisaient confiance. Donc, à plusieurs reprises, quand je suis venue les aider, eh bien, il m'est arrivé aussi de me procurer des médicaments pour eux, parce qu'ils en avaient besoin. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était très difficile de trouver des médicaments, surtout des antibiotiques ou les médicaments nécessaires aux patients qui souffrent de troubles cardiaques. Ça m'a jamais posé problème quand ils avaient besoin de cela. Eh bien, je m'empressais de le faire même sans aucune compensation financière, parce qu'il faut savoir qu'en tant que commandant d'une unité, j'étais en position d'obtenir cela de notre dispensaire militaire.
Et nous avons pu bien travailler ensemble, de concert, de manière diverse, tout ça jusqu'à ce qu'on attaque Prijedor et cette zone. Et là, il y a eu des victimes. Question, je vous remercie. Dites-nous, s'il vous plaît, sur le plan de la doctrine, quelle a été la position de la JNA? Est-ce que la VRS a également adopté la même attitude vis-à-vis de la coopération entre la population et l'armée? Justement, lorsque vous avez parlé de cette aide fournie au niveau des médicaments, réponse. Je vous ai cité cet exemple pour vous illustrer la situation dans ma zone. Donc, là où je pouvais agir et là d'où venaient mes hommes. Mais je dois dire que mon commandement supérieur m'a entièrement soutenu là-dessus. Donc, je n'avais absolument pas besoin de me cacher, de m'en cacher. Donc, de ne pas dire pour qui j'avais besoin de me procurer des médicaments, voire quand il y a eu des situations où nous avons même fourni des vivres à des familles dans le besoin qui nous ont fait comprendre qu'elles en avaient besoin. Alors, question. Jusqu'à quand est-ce que ces habitants sont restés sur place dans leur village? Combien de temps a duré cette coopération? Réponse, ça a duré jusqu'à la fin. Je peux vous le dire ça, parce que un très grand nombre d'entre eux sont restés dans leur foyer jusqu'à la fin de la guerre. Sauf que après l'attaque sur Prijedor, dès le lendemain, il y a eu des choses qui se sont produites parce que ils avaient des groupes armés qui ont attaqué Prijedor, qui se sont repliés en passant par Pouarska, zone qui n'était pas défendue pour ce qui me concerne moi et mon unité. Donc c'est à cause de cela qu'ils sont passés par là. Parce que c'était pas défendu, et donc il y a eu un ratissage, et là il y a eu plusieurs personnes qui ont été prises. Au départ, j'ai pensé qu'il y en a eu environ une trentaine, mais j'ai pu comprendre par la suite, lorsque je me suis informée auprès de ceux qui avaient eux aussi vu ou appris des choses, eh bien, que c'était peut-être même jusqu'à 60 personnes qui ont été emmenées à bord de 2 autocars. Et je dois dire que là, on a emmené même des gens pour lesquels, si j'avais pu jouer au niveau de la sélection, eh bien, je serais intervenue, ils auraient pas été emmenés, parce qu'ils avaient montré de par le passé qu'ils étaient prêts à se comporter de la meilleure façon qui soit pour que tout cela se termine. Question. Monsieur Vouillet, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions pour vous. Very well. Le président, très bien, je vous remercie. Monsieur Vujicic, votre déposition est terminée. Au nom des juges de la Chambre de première instance, je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye pour témoigner. Et vous êtes libre de partir à présent. Le témoin, merci. Le président. On m'a dit que nous aurions besoin de 5 minutes pour prendre les dispositions nécessaires avant la déposition de témoin suivant, mais avant cela, quelques points que je souhaite aborder. Premièrement, la Chambre rendra une ordonnance orale suite à la requête de l'accusation demandant d'exclure en partie la déposition du témoin W426 déposé le 24 janvier 2014 et pour répondre à la requête de l'accusation demandant l'autorisation de répliquer à la réponse de Karadzic déposée le 27 janvier 2014. L'accusation a demandé que la Chambre ordonne que les paragraphes 14 à 33 soient expurgés de la déclaration du témoin KW426 parce que ils évoquent les événements de Kotor-Varosh, une municipalité qui a été enlevée de l'acte d'accusation et son manque de pertinence par conséquent.
eu égard au chef d'accusation dressé contre l'accusé. L'accusé a répondu le 27 janvier 2014, s'est opposé à cette requête et a fait valoir que les éléments de témoignage attendus étaient pertinents pour réfuter les éléments de preuve du témoin de l'accusation qui est venu déposer au sujet de la manière dont on a mis en œuvre dans la municipalité une certaine politique. Il s'agit du témoin Dorothy Hansen. D'emblée, la Chambre constate que la déclaration du témoin ne permet pas de savoir que le témoin possède des connaissances relatives à la mise en œuvre des politiques relative à la nationalité ou à l'appartenance ethnique dans les municipalités. En fait, s'agissant de Kotor-Varosh, il déclare que pour autant qu'il s'en souvienne, il n'a été présent que lors d'une seule réunion de la cellule de crise sur place. Kotor-Varosh fait partie des municipalités qui ont été supprimées de l'acte d'accusation. Il est vrai que la Chambre a entendu certains moyens de preuve de l'accusation et de la défense au sujet de cette municipalité de la part d'un nombre de témoins, d'un certain nombre de témoins. Que ce soit de manière générale ou de manière détaillée. Les parties de la déclaration de ce témoin sur Kotor-Varosh sont extrêmement détaillées et ne portent pas sur les chefs d'accusation visés à l'acte d'accusation ou sur la détermination de la responsabilité de l'accusé. La Chambre constate en outre que l'accusé a eu ample opportunité de contre-interroger Madame Hansen sur l'ensemble de ses rapports et que pendant son contre-interrogatoire, que la Chambre a admis au dossier de l'affaire un grand nombre de documents qui avaient été présentés au témoin Hansen par la défense. La Chambre, en conséquence, fait droit à la requête et conclut que les paragraphes 14 à 33 soit expurgé, fait droit à l'accusé de verser au dossier le reste de la déclaration du témoin KW 426 en application de l'article 92 ter et rejette l'accusation de la requête de l'accusation demandant l'autorisation de répliquer. Alors, le point suivant. Est-ce que nous pouvons télécharger la pièce D4204, déclaration que nous avons reçue comme déclaration 92 ter du témoin Radomir Radenkovic, 207e témoin de la défense. Est-ce que vous pouvez nous montrer la page suivante dans les deux langues, anglais et BCS, s'il vous plaît, page 2. C'est juste la question 1 qui nous intéresse. Dans le processus de l'examen de ces déclarations, la Chambre a constaté que le camp de concentration a été utilisé dans le projet de traduction anglaise de la déclaration au point 1, alors que c'est les termes Sabirni Logor qui figurent en BCS, à savoir camp de rassemblement. Peut-être donc la traduction en camp de concentration résulte d'une erreur au niveau de la traduction vers l'anglais. En conséquence, la Chambre demandera au CLSS de revoir le projet de traduction de cette pièce à conviction, en se concentrant tout particulièrement sur la question numéro 1, page 2, pour pouvoir nous répondre d'ici à la fin de cette semaine. Nous allons suspendre pendant 5 minutes. All right, så jij vullen V?
Please be seated. Yes. Would the witness make the Le président, j'invite le témoin à prononcer la déclaration solennelle, s'il vous plaît. Le témoin, je le déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le président, monsieur, je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Installez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous à l'aise. I take it that you understand the protective measure. Le président, les mesures de protection vous ont été octroyées. On s'adressera à vous en vous appelant par un pseudonyme ou simplement en vous disant, monsieur le témoin, votre visage ne sera pas visible à l'extérieur de ce prétoire. Réponse, j'ai compris. Question. Et avant de commencer, monsieur le témoin, j'appelle votre attention, comme je dois le faire, sur un article de notre règlement ici, de notre tribunal international. Il s'agit de l'article 90E. Au titre de cet article, vous êtes en mesure de refuser de répondre à toute question qui vous serait posée par M. Karadzic, par le procureur, voire même par les juges, si vous pensiez que votre réponse risquait de vous incriminer dans le cadre d'une procédure pénale. Dans ce contexte, le fait de s'incriminer signifie dire quelque chose qui pourrait correspondre à un aveu de culpabilité dans un cadre pénal ou de dire quelque chose qui pourrait fournir des éléments de preuve comme quoi vous avez commis un crime ou un délit. Toutefois, si vous pensiez qu'une réponse risquait de vous incriminer et que, en conséquence, vous refuseriez de répondre à cette question, je dois vous faire comprendre que ce tribunal a la possibilité de vous contraindre à répondre à la question, mais dans cette situation, l'on ferait en sorte que votre témoignage qui aurait été obtenu sous la contrainte dans ces circonstances-là ne serait utilisé en aucune manière contre vous, si ce n'est dans le cadre d'une procédure pour faux témoignage. Est-ce que vous avez compris, monsieur? Réponse, c'est clair. Le président, je vous remercie. Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît. Monsieur Karadzic, merci. Bonjour, monsieur le témoin. Le témoin. Bonjour, monsieur Karadzic. Question 1D 09651, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le montrer au témoin? Et je voudrais que l'on ne diffuse pas ce document à l'extérieur. Dites-nous, s'il vous plaît, cette feuille, est-ce qu'elle comporte votre nom en relation avec un chiffre? Réponse oui. Question. Je vous remercie. Je demande que ce document soit versé au dossier. Sous scellé. Le président. Oui, il serait versé au dossier sous scellé. Le greffier d'audience, ce sera la pièce D 4244 sous scellé. Monsieur Karadzic, merci. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez déposé dans l'affaire Stanisic-Jouplianine? Réponse oui. Question. Il y a peu de temps, est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter de nouveau votre témoignage dans cette affaire? Réponse oui. Question. Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions que l'on vous a posées dans cette affaire, est-ce que, au fond, vos réponses seraient les mêmes que si vous y aviez déposé? Réponse oui. Question, merci. Je demande
que l'on affiche sans le diffuser à l'extérieur le document 1D 09 538. Et j'en demande le versement en application de l'article 92 ter. Maître Robinson. Oui, Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il soit utile d'afficher cela. Il s'agit du compte-rendu d'audience en anglais. Donc, si nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il s'agit du compte-rendu d'audience, nous n'avons rien d'autre à ajouter à cela. Le Président, oui. Monsieur Karadzic, je demande que ce compte-rendu d'audience soit versé au dossier. Le Président, une objection, Madame Sutherland? Madame Sutherland, bonjour, Madame, Messieurs les juges. Non, pas d'objection. Le Président, très bien, il sera versé au dossier. Maître Robinson, excusez-moi. Le compte-rendu d'audience comporte en fait deux codes ou deux numéros. Un numéro confidentiel sous scellé, si possible, et le 1D 953.8A, et puis la version publique 1D 95.38. Le Président, oui, les deux versions seront versées au dossier. Le greffier d'audience, alors le 1D 95.38 de la liste 65 terre sous le A deviendra la pièce D 42.45 sous scellé. Et le 1D 95-38 devient la pièce D 42-46. Le Président, alors les pièces afférentes, Maître Robinson, oui. Alors nous demandons le versement de 13 pièces connexes ou afférentes et pour celles qui n'ont pas déjà été versées au dossier, elles figurent sur la liste à l'exception de la feuille comportant le pseudonyme. Je pourrais les parcourir une à une. Le Président. Donc, si on exclut la feuille de pseudonyme, vous demandez le versement de 13 pièces afférentes. Maître Robinson, oui, c'est exact. Maître Robinson, oui. Ms. Sutherland, whether she has any objections? Le Président, oui. Madame Sutherland, avez-vous des objections à soulever? Madame Sutherland, oui, Monsieur le Président. D'abord, par rapport à la pièce 1D 9644, ce document n'a pas été proposé au versement et n'a pas été versé au dossier dans l'affaire Stanisic-Julianin. Par conséquent, ce document ne devrait pas être énuméré sur la liste des pièces connexes. Est-ce que vous voudriez que je poursuive, le Président? Oui. C'est mieux de procéder pas à pas, un document après l'autre. Maître Robinson, avez-vous quelque chose à ajouter à ceci? Maître Robinson, en principe, si quelque chose a été discuté pendant le témoignage, cela peut être considéré comme étant partie de la déposition, indépendamment du fait si cela a été versé au dossier ou pas. Mais c'est à la Chambre de décider si cela fait partie intégrale ou indispensable de la déposition. Le Président, je suppose que il n'y a pas de condition selon laquelle le document qui fait partie indispensable et inséparable de la déposition, que c'est la condition pour laquelle ce document puisse être versé au dossier. Mais c'était dans une autre affaire. Dans cette affaire, je ne suis pas certain pour ce qui est de ce document, de sa pertinence ou de sa valeur probante concernant la présentation des moyens à décharge. Donc, si la défense insiste, nous pouvons poursuivre. Quelle est votre objection suivante, Madame Sutherland? Madame Sutherland, Monsieur le Président, il y a également 3 notes officielles. Un des 9645, un des 9646. Excusez-moi. Je vais recommencer. Un des 9646, un des 9647, un des 9649. Ce sont des notes officielles. Et il y a un certain nombre de notes officielles
ainsi que le compte rendu de la déclaration en combinaison avec le contenu de 1D 9645. Le président, oui, Madame Sutherland. Cela fait partie des pièces connexes et d'après la pratique de la Chambre concernant des déclarations de parties tierces, cela ne devrait pas être admis au dossier pour cette raison et dans cette affaire non plus. Et ces pièces connexes peuvent être admises en tant qu'un des 9645, le président, mais ce n'est pas dans notre pratique de faire exclure des notes officielles des pièces connexes. Maître Benson, avez-vous des remarques à faire? Maître Benson, en principe, Monsieur le Président, nous accepterions des déclarations de parties tierces en tant que pièces connexes, mais dans cette affaire, cela fait partie de la déposition précédente du témoin. Et dans l'autre affaire, cela a été déjà entendu et c'est à la Chambre de voir si cela fait partie intégrante et inséparable et indispensable de la déposition de ce témoin et non pas de la déposition du témoignage de notre partie. Selon notre pratique, nous n'admettions pas les déclarations de parties tierces en tant que pièces connexes. Le Président, je me souviens qu'à un moment donné, nous avons rendu une décision, la décision selon laquelle les notes officielles sont des documents différents. Ce ne sont pas des déclarations des parties tierces. Madame Sutherland, Monsieur le Président, il n'y a pas eu de distinction entre les notes officielles et des déclarations faites au MOUP d'après vos instructions. Ni les uns ni les autres n'étaient versés au dossier. Et c'était le cas pour ce qui est de cas des aides en 9.2, je pense. À la page du compte rendu 19 495 jusqu'à 19 496. Le Président, oui, mais par précaution, ces 3 notes officielles seront versées au dossier sous une cote provisoire aux fins d'identification et nous allons y revenir plus tard, probablement demain. Madame Sutherland, je n'ai parlé que de la première raison pour cela. Je n'ai pas parlé de la deuxième raison pour procéder ainsi. C'est parce que il n'y a tout simplement pas de lien entre le document et le témoin. Et lorsque le témoin confirme que la note représente un exemple de rédaction de note officielle, la seule autre chose qu'il aurait pu dire par rapport à la note officielle qu'on lui a montrée était qu'il ne se souvenait pas de détenus concrets ou qu'il ne reconnaissait pas les initiales de la personne qui a recueilli la déclaration. D'après nous, il n'a pas été établi de lien entre le document et le témoin. Le Président, nous allons pencher sur cet aspect également concernant le dernier argument, ou le dernier document, le dernier se reprend, et c'est 1D 9496. J'ai remarqué que cela n'a pas été versé au dossier dans cette autre affaire. Et pour ce qui est de 2 autres, je ne suis pas certain, Madame Sutherland, peut-être que j'ai commis une erreur lorsque j'ai cité les numéros des pages du compte rendu 16 831 et 16 834. Je pense qu'un autre avocat, un autre conseil de la défense a discuté de ce document aux pages du compte rendu 16 889 et 16 891. C'est ce jour-là que ce document a été versé au dossier et pas la veille. Le Président, merci pour cette clarification. Madame Sutherland, par rapport à la pièce connexe, à la deuxième page de la liste, CP 659 qui est mentionné, en fait, il s'agit de la pièce à conviction de la défense de l'accusation dans l'affaire Stanchie-Jouplanin, P771, le Président. Pour ce qui est de 1 des 9645, il s'agit d'un dossier au pénal qui est composé de 59 pages.
Peut-être que la défense ne propose au versement que de première page. Maître Robinson, bien, nous avons eu l'intention de proposer au versement tout ce qui a été versé au dossier dans l'affaire Stanishidjo Pianine. Je ne suis pas sûre que cela soit le bon procédé maintenant. Le président, alors, nous allons revenir sur ces 4 documents demain. Et sinon, nous allons verser au dossier 8 pièces connexes. Oui, Monsieur Tucker, Monsieur le Président, nous avons vérifié certains points pour savoir quand cette information est apparue auparavant. Et si vous le voulez, nous pouvons dire cela à la Chambre, le Président. Allez-y, Monsieur Tiger, tout simplement. 3 exemples pendant la présentation des moyens à charge. Lorsque la Chambre de Présidence a considéré que des déclarations de parties tierces au MUP et à la DB, ainsi que des notes, n'étaient pas admises au dossier, ne pouvaient pas être mises au dossier sur la base du principe de l'ex spécialiste, conformément à l'article 92 ter. Et je pense que cela a été consigné au compte rendu aux pages 11814 et ensuite de M. Glavache à la page 17491 jusqu'à 95 et avec KDZ 340. Je pense que Mme Savon a cité un autre exemple, c'était avec le témoin KDZ 192 et à un moment donné, la Chambre de première instance a soulevé cette question pour ce qui est de permettre que ces documents soient versés. Maître Robinson était d'accord sur ce point avec la Chambre. Nous avons eu discussion là-dessus. Maître Robinson était d'accord avec notre position qu'il s'agissait de la pratique des partis, à savoir de ne pas proposer le versement de tels documents. Le Président, j'ai probablement confondu cela avec les rapports du MUP. Je vais me pencher sur cette question et je vais y revenir plus tard. Continuez, M. Karadzic. Est-ce qu'on a déjà octroyé des cotes à ces 8 pièces connexes? Nous allons nous occuper de cela plus tard par écrit. Merci. Monsieur Karadzic, vous avez la parole. L'accusé, merci. Maintenant, je vais donner lecture du résumé de la déclaration de ce témoin en anglais. Le témoin KW 609 était habitant de la municipalité de Prijedor. Le témoin KW 609 travaillait au camp de Marska du mois de mai jusqu'au mois d'août 1992. Il a dit que la sécurité du camp était assurée par les membres du service de sécurité publique de Prijedor et du département de ce service à Omarska. Le commandant du camp d'Omarska était Jelko Mejakic, commandant du département à Omarska, du service de sécurité publique de Prijedor. Les tâches principales de Mejakic étaient d'assurer la sécurité des bâtiments où se trouvaient des détenus, d'assurer l'approvisionnement en nourriture et des soins médicaux en coopération avec des services pertinents. L'adjoint de M. Mejakic, Miroslav Kočka, a été démis de ses fonctions puisqu'il a fait sortir 3 musulmans du camp. Il s'agissait des frères de son épouse. KW 609 déclare que Mlađo Radić était chef de l'équipe au camp. Drago Percac se trouvait également dans le camp. KW 609 déclare que seulement des policiers d'active portaient des uniformes complets. Des policiers de réserve portaient souvent des uniformes qui n'étaient pas complets puisque souvent il n'y avait pas suffisamment d'uniformes. Le témoin déclare qu'après l'ordre de Ratko Mladic du 3 août 1992, le camp a été préparé, nettoyé et
des lits supplémentaires ont été mis à la disposition en vue de la visite de la Croix-Rouge internationale du 4 août 1992. M. Mejakic avait pour l'obligation de faire rapport à Simo Drljača et l'équipe opérationnelle également. Et le témoin KW609 faisait partie également de cette équipe opérationnelle. Simo Drljača se trouvait et était venu au camp 2 fois. Ratko Mladić, qui menait des entretiens avec les détenus se trouvant dans le camp, a communiqué avec Drljača par téléphone tous les matins pour lui parler de tout ce qui s'était passé la veille et transmettait à Drljača la liste de personnes qui devaient être amenées pour être interrogées. KW609 déclare qu'il y avait une unité de soutien de Banja Luka qui était composée d'à peu près 10 personnes, entre guillemets, de taille d'un peloton, qui était placée sous le commandement du commandant Straživuk. Et cette unité était présente à Omarska. Les membres de cette unité sont arrivés à bord d'un blindé transport de troupes bleues et d'après les propos de Mejakic, ils prenaient de l'or et d'autres objets de valeur aux détenus qui étaient venus à Omarska. Ces actes ont provoqué des tensions entre l'unité de soutien et les policiers qui étaient sous le contrôle de Mejakic. Cette unité de soutien a quitté ces événements et cela a été transmis à Simo Drljača. Il y avait un autre cercle de sécurité à l'extérieur de l'enceinte du camp d'Omarska qui était relevé de la compétence de l'armée. Les officiers de l'armée, sous le contrôle du lieutenant-colonel Majstorović, au début, faisaient également partie de ces groupes opérationnels qui étaient membres de l'armée yougoslave. Il y avait 10 équipes mixtes qui travaillaient dans le camp d'Omarska. Il y avait 10 inspecteurs des services de sécurité de l'État. Également, il y avait 10 inspecteurs du service de sécurité publique qui étaient commandés par Ratko Mladić. Il y avait également des membres de sécurité militaire qui étaient placés sous le commandement du lieutenant Majstorović. Cette organisation et séparation de tâches a été définie par M. Drljača dans l'un de ses ordres. De plus, par l'analyse des documents a été faite de façon conjointe et les personnes qui présentaient un intérêt de sécurité faisaient l'objet d'autres procédures. Dušan Janković était l'adjoint de Simo Drljača et il était responsable de la coordination et de la mise en œuvre de l'ordre disant qu'il fallait collaborer avec le centre de service de sécurité de Banja Luka. Les autorités municipales à Prijedor ont approvisionné des vivres au camp d'Omarska alors que le centre médical de Prijedor a assuré les soins médicaux. Il a été demandé que des personnes qui étaient amenées au centre de détention devaient être accompagnées, d'être amenés avec des documents appropriés montrant la raison de leur détention ou mise en garde. Et cela a été respecté au début. Les interrogatoires étaient menés au premier étage d'un bâtiment de 2 étages. Et au début, les gens étaient interrogés selon le critère qui consistait à les catégoriser en 3 groupes selon leur provenance géographique. Groupe 3 ne fournissait pas d'informations concernant la sécurité. Groupe 1 était des leaders qui participaient aux activités d'hostilité et le groupe 2 était ceux qui soutenaient ces activités d'hostilité. Le premier et le deuxième groupe de détenus étaient transférés à Manjača alors que le troisième groupe de détenus allait à Trnopolije. Les transferts se sont passés
vers la fin du juillet et en début d'août 1992. Pendant cette période-là, à peu près 3000 personnes ont été interrogées. Le témoin était au courant de seulement d'un cas où la force physique a été utilisée pour obtenir les informations des détenus pendant ces interrogatoires. Chaque inspecteur devait rédiger une note officielle après chaque interrogatoire et après avoir recueilli des déclarations supplémentaires des individus mentionnés dans la note officielle, des plaintes pénales étaient rédigées. KW 609 était au courant de seulement un cas où un détenu a été amené pour être interrogé et qui était couvert de bleu. En juillet 1992, KW 609 a été informé du fait qu'un événement s'est produit où 18 détenus avaient été tués selon la recommandation et la liste dressée par l'inspecteur Radek Knežević. KW 609 a fait rapport concernant cet événement et l'a envoyé à Simon Drljača. L'accusé, avant de finir avec l'interrogatoire principal, j'aimerais poser une question à Monsieur le témoin. Monsieur le témoin, avez-vous des problèmes avec le dos? Est-ce qu'on peut demander à la Chambre qu'on puisse faire des pauses pour vous si vous avez des problèmes avec le dos? Réponse du témoin. Pour le moment, je n'ai pas de problème qui nécessiterait un traitement spécial. Si c'est le cas, je demanderai à la Chambre de m'aider. Le président. Bien sûr, monsieur le témoin. L'accusé, je n'ai plus de questions. Le témoin. Monsieur le président, j'ai une remarque à faire. On m'a interprété que j'ai dit à la place d'une section, d'une unité de Banja Luka, il a été dit que c'était un détachement. Et une section et un détachement, ce sont deux unités distinctes. Pour ce qui est du point de vue militaire, on m'a dit que c'était Odred, un détachement, que de Banja Luka, une unité de taille d'un détachement est arrivée. Il s'agissait d'une unité de taille d'une section. L'accusé. Dans l'original, il s'agit de squad ou peloton. Le président, merci. Just a second. Un instant, s'il vous plaît. Coming back to... Pour en revenir à la question de la note officielle. Imaginons qu'il s'agisse d'une déclaration d'une partie tierce, alors que c'est confirmé, commenté par un témoin. Ceci constitue une base suffisante pour un versement. Êtes-vous d'accord, Monsieur Tiger? Monsieur Tiger, eh bien, je me souviens, Monsieur le Président, que cela n'a pas été le cas, pour autant que je le comprenne, mais cela tomberait sous la coupe de la lex specialis. La question qui se pose dans notre cas de figure, c'est la différence à faire entre les déclarations entre des tiers qui ne tombent pas sous cette catégorie, mais qui ont été versées au dossier parce que l'on a estimé que c'était utile au juge de la Chambre. Et ça a été versé au dossier, le président. Mais lorsque nous parlons de cette lex specialis, pour ce qui est des déclarations qui ont été faites et établies pour ce procès, M. Tiger, c'est exact, mais il va falloir que je revoie un peu quelles ont été les décisions de rendu et la pratique adoptée à ce sujet. Et je pense que nous avons, à un moment donné, étendu les notions, c'est-à-dire développé pour ce qui est des simples déclarations qui ont été versées au dossier. Je crois que nous devrions être plus concrets. Le président, bien, mon point de vue, c'est plutôt que de se pencher dessus, attendre demain. Et avant que de commencer le contre-interrogatoire, j'aimerais que M. Karadzic se penche sur ces notes officielles, viva voce avec le témoin, si tant est que son intention est de faire verser cela au dossier. Maître Robinson, oui, Monsieur le Président,
nous avions l'intention de faire verser ces dossiers au dossier ces notes officielles, à moins que vous ne considériez que cela fasse partie indispensable du témoignage pour un versement de la sorte. Le président, bien. Si cela est le cas, je vais demander à Mme Sutherland à commencer son contre-interrogatoire. Monsieur Tiger, oui, excusez-moi, le président, j'aurais peut-être dû relever ce point-là auparavant. Le président, merci. Veuillez continuer, ou veuillez commencer, Madame Sutherland. Madame Sutherland, bonjour, monsieur. Le témoin, bonjour. Lorsque vous avez témoigné sur la base qui constitue une base de pièces à conviction qui est versée au dossier, on vous a montré un document qui est la pièce 25594. Il s'agit d'une lettre, ou plutôt d'une page de garde d'une lettre de secrétariat municipal à Prijedor, portant sur des remboursements de frais au sujet de l'utilisation d'autocars pour les besoins de la cellule de crise pendant le mois de juillet 92. Vous souvenez-vous de ce document? Et je tiens à préciser qu'il s'agit de la pièce à conviction connexe, mais je ne sais pas si j'ai le droit d'y faire référence, puisque je n'ai qu'une référence 65 terres, le greffier. C'est une pièce à conviction qui est le D4247, Madame Sutherland, le témoin. Je n'arrive pas à me souvenir d'un document où il serait question d'argent et de paiement. Il faudrait d'abord que je me penche sur le document. Madame Sutherland, est-ce que vous le voyez maintenant? C'est affiché sur l'écran devant vous. Il est question de 273 000 dinars, qui sont des frais de transport portant sur le mois de juillet. Question. Et vous avez dit au sujet de ce document, lorsque vous en aviez parlé, que des détenus ont été transportés de Keraterma-Mosca à bord d'autocars de Autotransport. Et vous avez dit que ce transport s'est effectué 2 ou 3 jours après après le début de votre travail à Keraterm. Est-ce que cela est exact? Donc ce serait fin mai 92. Réponse, c'est exact. Question. Vous avez également dit que l'on a pris un certain nombre de personnes de Prijedor pour les amener à Omarska ce jour-là. Vous souvenez-vous de l'avoir dit? Réponse, oui. Question. Je voudrais maintenant que l'on nous affiche le 65 terre 18 905, s'il vous plaît. Coming up onto the screen is a tape. Alors, le document ne va pas tarder à s'afficher et vous allez y voir un tableau avec les autocars de cette entreprise Autotransport de Prijedor utilisés en juillet 92 pour les besoins de la cellule de crise, de la police et de l'armée. Si vous vous penchez sur ce qui est inscrit pour la date du 9 juillet, vous verrez que les autocars ont été utilisés pour le transfert de détenus depuis Keraterm jusqu'à Omarska. Vous souvenez-vous d'avoir vu des détenus transportés de Keraterm à Omarska en début juillet? Répond l'accusé. Est-ce qu'on peut demander la référence? Oui, ça a l'air d'être le 9 juillet. Il est dit que les prisonniers Oui, j'aimerais qu'on nous indique où est-ce qu'il est dit qu'il s'agit de prisonniers. Ce serait utile, le témoin. D'après ce que je vois, ce sont des lignes locales sur le territoire de la municipalité de Prijedor. Tukovi
Trnopolje, puis Trnopolje-Banja Luka, Trnopolje-Modriča, Trnopolje-Pašinac, Trnopolje-Pécs. Ce sont des lignes locales qui sont desservies tous les jours sur le territoire de la municipalité. Par exemple, il y a un certain nombre de villages serbes. Pécs, c'est un village purement serbe, mais j'ai dit, il est vrai, que ces autocars de l'entreprise autotransport de Prijedor ont pris part au transport d'individus depuis Keraterm pour aller à Omarska. C'est ce que j'ai dit dans mon témoignage dans l'affaire Jopianin-Stanisic, et je le maintiens. Cela. Question. Oui, monsieur. C'est ce que je pense avoir dit, à savoir que on voit qu'il s'agit là du 9 juillet et il s'agit d'un transport de Keraterm vers Omarska. C'est ce que je voulais dire. Mais bon, si l'on se penche maintenant sur l'entrée du 9 juillet, on peut voir qu'on a utilisé au moins 4 autocars pour les besoins de l'armée afin de procéder à un transport de Keraterm à Omarska. Le président, si nécessaire, on peut enlever la version anglaise et zoomer la version BSS, Madame Sutherland. Merci de cette suggestion. Alors, la question était celle de savoir si vous avez vu ou ouï dire que des détenus allaient être transférés de Keraterm jusqu'à Omarska en début juillet. Un nombre assez grand puisqu'il y a eu 4 autocars. Une réponse. La pratique voulait qu'une partie des prisonniers au sujet desquels on avait des informations liées à la sécurité soit transférée de Keraterm vers Omarska. C'était l'opinion de l'équipe qui a travaillé dessus. Donc si on avait des informations de nature sécuritaire, on transportait ces individus-là vers Omarska pour interrogatoire approfondi. And if we could turn the page. Question. Je voudrais que l'on se penche maintenant sur la page 2 en version BCS. En version anglaise, c'est la même page, la page 2. Nous pouvons voir une entrée portant la date du 22 juillet 1992. Et là, il est possible de voir qu'il est question de 10 autocars pour les besoins de l'armée allant de Prijedor jusqu'à Omarska et par la suite jusqu'à Trnopolje. Vous souvenez-vous d'un nombre assez important de personnes? Réponse. Il est question de quelques 4 autocars de Omarska à Trnopolje. Parce que nous ne pouvions pas accueillir autant de personnes à Omarska, nous n'avions pas suffisamment de place. Et ça, oui, il y a eu un cas de ce type. Madame Sutherland, Monsieur le Président, je demande le versement au dossier de ce document. Le juge Cohen, 2 pages. Madame Sutherland, non, ça fait 3. Et 2 en BCS. Le juge Cohen, veuillez nous donner les dates qui vous intéressent. Vous avez dit le 9 juillet, Madame Sutherland. Il s'agit d'un document de 2 pages seulement. Le Président, ce sera versé au dossier. Pas d'objection, Monsieur Robinson? Maître Robinson, non. Le Président, ce sera versé au dossier. Le greffier d'audience, ce sera la pièce P6614, Madame, Monsieur le juge. Madame Sutherland, je voudrais maintenant qu'on se penche sur la page 3 en anglais et la page 2 en BCS. Vers le bas de la page, on peut voir qu'il est fait référence à la cellule de crise au 31, puis on parle de kilomètres, puis on voit le chiffre de 273 000 qui correspond à l'autre document que je vous ai déjà montré et qui porte la référence 65 ter 25 924. Monsieur le Président, en
ce moment-ci, je dirais que le reste de mon contre-interrogatoire devra se dérouler à huis clos partiel. Je le regrette pour ce qui est du public siégeant dans la galerie, mais nous ne pouvons rien faire d'autre. Nous ne pouvons pas procéder autrement. Le président, bon, la Chambre va passer à huis clos partiel. Monsieur le Président, oui, Monsieur Tiger. Alors, mais je pense que hier ou le jour d'avant, nous avons versé au dossier un document de ce type. Monsieur Tiger, justement, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette recherche, parce que ça m'a frappé. J'ai vu que nous avions modifié quelque peu la pratique qui avait été mise en place précédemment. Président, je crois qu'il y a une confusion pour ce qui est de la portée de différents documents qui sont produits pour des finalités liées à une procédure pénale, s'agissant de savoir si ça peut être utilisé pour la procédure pénale concernée ou si cela inclut les procès qui se sont déroulés en ex-Yougoslavie. Nous sommes, une fois de plus, en audience publique. Monsieur le témoin, nous allons reprendre demain matin à 9 heures. Je tiens à vous rappeler la nécessité de ne parler à personne de la teneur de votre témoignage. Avez-vous bien compris? Le témoin, oui. Le président, l'audience est levée.